Le cercle vertueux des libres penseurs. Présente Espace républicain. Espace républicain. Mesdames et messieurs, bienvenue à Espace républicain. C'est reparti pour un nouveau numéro. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux chez vous. Nous sommes heureux parce que nous sentons que l'éclaircie est dans l'air et que peut-être demain sera mieux qu'aujourd'hui. Nous sommes heureux parce que nous avons la possibilité aujourd'hui de comprendre le mal dont nous souffrons et nous pensons que les médecins qui sont nos politiques vont trouver les médicaments qui conviennent. Vous avez compris, nous parlerons aujourd'hui du dialogue, le dialogue qui est dans sa phase préparatoire. Il y a eu donc déjà 2 séances et nous pensons que d'ici la fin de la semaine, le dialogue lui-même proprement dit va commencer. Alors pour faire un peu court et résumer les 2 derniers jours, le bureau du facilitateur nous a transmis un petit résumé. C'est comme ça que nous allons vous donner très rapidement ce qui s'est passé. Les débats de fond sur le projet de la feuille de route s'est focalisé sur les points suivants. Donc, la majorité et l'opposition se sont confrontés sur l'introduction du nom de la notion alternance politique dans l'alinéa qui stipule la détermination des parties prenantes à renforcer l'état de droit par le respect des valeurs de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la tolérance, de la justice. Aucun consensus ne s'est donc dégagé à ce niveau, car pour l'opposition, c'est bien de l'alternance politique qu'il faut discuter au dialogue, parce que le président a terminé ses 2 mandats. Pour la majorité, le dialogue doit discuter de l'organisation des élections qui pourrait aboutir à l'alternance. Voilà. Nous en sommes donc à des nuances, à des perceptions, mais en politique, une virgule peut coûter très cher si on la place avant ou après le mot que l'on veut exclure. Toujours dans les bureaux du facilitateur, on nous apprend quand même que ça c'était le point de divergence, mais il y a quand même eu des points de convergence, notamment au chapitre de l'agenda du dialogue. Toutes les parties sont d'accord pour inclure 2 thèmes, à savoir évaluation du processus électoral, dont le fichier électoral est un des éléments, et un code de bonne conduite pour tous les partis qui seront engagés dans les élections. Ils sont donc d'accord aussi pour ajouter un thème dans l'agenda, notamment celui de la nécessité d'un accord politique et les mécanismes de sa mise en œuvre. Ce sujet traitera aussi du point relatif à la continuité de l'État au cas où l'élection présidentielle ne se tiendra pas selon les délais constitutionnels. Voilà, nous sommes bien au cœur de ce débat, les débats républicains. Nous avons toujours dit dans cette émission que nous regardons la République et quand les hommes politiques peuvent se discuter autour d'eux, entre eux, c'est une bonne chose. Voilà pour l'essentiel de ce qui s'est passé, évidemment, à l'hôtel Béatrice. Pour en parler, nous avons aujourd'hui les différents panélistes. Je ne veux pas les représenter parce que vous les connaissez. Vous les avez vus le même nombre de minutes que vous m'avez vu moi, donc il n'y a pas besoin de les représenter. Néanmoins, je suis heureux parce que, comme toujours, quand nous avons parmi nous des nouvelles publications, nous en parlons. Alors, notre ami Freddy Moulumba, qui revient d'Abidjan, vous voyez même son habillement porte les allures abidjanaises. Il a publié La Renaissance, il est allé trop loin déjà lui, il dit déjà, est-ce que la RD Congo vers une nouvelle transition? Nous avons dit dans cette émission que nous n'allons pas faire peur aux gens, les mots ne doivent pas nous faire peur. Vers une nouvelle transition, nous en parlerons peut-être dans cette émission. Alors pour commencer, donc, je pose la question aux amis, est-ce que nous y sommes? Même si aujourd'hui, pour arriver au comité préparatoire, il y a eu beaucoup de gens qui ne sont pas dedans. Alors, quel est l'état des lieux de la classe politique par rapport au comité préparatoire? Ça, j'ai parlé de l'intérieur. Mais à l'extérieur de l'hôtel Béatrice, beaucoup de choses se disent, des lynchages médiatiques, des exclusions et des négociations. Alors, vous allez nous faire d'abord l'état des lieux
à l'extérieur de l'hôtel Béatrice. Donc, le dialogue lui-même sera-t-il inclusif, oui ou pas? Voilà la première question que je pose et je voudrais que c'est lui. On va commencer aujourd'hui exceptionnellement par Diana, qui n'a jamais commencé à prendre la parole le premier, pour qu'il nous dise un peu, à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon, à l'extérieur, lorsqu'on observe la scène politique, c'est comme si les dialogues n'avaient pas encore commencé. Donc, pour le PSMC, qui ne se sont pas inscrits dans le schéma du dialogue, c'est le combat d'arrière-garde. Ils croient encore qu'ils peuvent récupérer. Mais je constate que les gens qui ne sont pas allés au dialogue, je prends la plateforme dynamique de l'opposition, sont comme emballés dans une dynamique, ils sont dans une dynamique qui ne leur permet pas de voir leurs propres intérêts. Quand, par exemple, dans la dynamique, on exclut un homme comme Vital Kamerhe, à observer la scène politique, à observer la dynamique concrètement, mais il est parmi ceux qui ont quand même une base. Et qui ont quand même un parti politique plus ou moins implanté, plus ou moins solide. La preuve, c'est que lui-même, aux élections de 2011, était troisième. Ce poids-là, ça compte. On exclut une personne comme José Makila, qui a un fief réel. Et en plus du fait qu'il a le pouvoir d'État, c'est un gouverneur. Donc c'est quelqu'un qui, pour une raison ou l'autre, on devrait même les supplier pour qu'ils restent avec eux parce qu'il peut les aider à autre chose. Mais je constate que les gens vont de l'avant comme s'ils sont engagés dans une machine, comme on dit, dans un bateau fou, ivre, qui les amène n'importe où, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'objectif clair. Parce que s'ils avaient d'objectif clair pendant cette transition, nous allons dire non au dialogue, mais pour obtenir quoi? On constate que vraiment, ils n'ont pas un port où leur bateau doit arriver. Merci, Diana. John Ngomba, toujours à l'extérieur, l'état des lieux, l'état de la question, comment est-ce que les gens vivent ça? Oui, bon, d'abord, ce n'est que le comité préparatoire. Donc, je pense que, vu du dehors, on voit qu'il y a un processus qui est lancé aujourd'hui. Comme on dit, le train a quitté la gare. Bon, il n'a pas encore pris la vitesse des croisières. Et il est permis encore à d'autres passagers de monter en route. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le comité préparatoire du dialogue, va-t-il prendre les décisions qui ne vont pas permettre à d'autres de s'exprimer? Je crois que ce que vous avez évoqué tout à l'heure est, à mon sens, expressif. On se rend compte que les vraies questions sont posées. L'alternance dont on parle tant. Mais moi, je suis heureux que cette question d'alternance soit posée par les représentants de l'opposition. Donc, ce n'est pas j'allais dire, une marque déposée d'une opposition. Voilà que la question de l'alternance est posée. Et on sent que les échanges sont assez musclés. Et donc, il y a, on va dire, l'entame intéresse tout le monde. Maintenant, il faudra, moi je crois que nous sommes dans une phase préliminaire. Aujourd'hui, que José Makila ou Vital Kamerhe soient exclus, moi je pense que c'est de l'ordre normal des choses parce qu'on est dans une surenchère politique. Les gens essayent au maximum d'étirer les dividendes, je considère ça comme ça, les dividendes de ces dialogues-là. Alors, ils veulent au maximum paraître comme étant les extrémistes, mais on ne va pas mener l'extrémisme juste pour les plaisirs de les faire. À un moment, il faudra se rendre compte de l'évidence que nous avons un pays à reconstruire et repartir du bon pied. Donc, voilà. Merci. Ce que je peux dire à ce niveau. Notre ami Bruno Bolisson. Oui, merci Willy. De l'extérieur, on observe plutôt un questionnement. En réalité, les Congolais attendent qu'Eden Kodjo démontre véritablement qu'il est facilitateur. Parce que son vrai travail vient de commencer depuis le mardi 23 août dernier, date du lancement des travaux préparatoires de ce dialogue congolais. Parce qu'il est appelé facilitateur, son travail doit être
de concilier les deux camps qui s'opposaient dès le départ, parce qu'eux-mêmes ne trouvaient pas de terrain d'attente. C'est pour cette raison qu'Eden Kodjo a été désigné pour trouver ces rapprochements-là. Et ces rapprochements commencent avec ces comités préparatoires qui doivent amener au dialogue. Aujourd'hui, le dialogue a commencé avec la majorité présidentielle qui était au grand complet, la société civile avec quelques contestations, mais le gros des représentants de la société civile étaient là. L'opposition politique n'est pas totalement représentée, parce que le groupe Alternance, avec en son sein l'UDPS et les G7, n'étaient pas là. Les rassemblements, pardon, Rassemblement pour l'Alternance n'étaient pas là. Le MLC n'était pas là non plus. La Dynamique, une partie était là, avec Caméré et les autres, mais une autre partie n'était pas là. Maintenant, il faudrait, ça c'est de l'entendement en tout cas général, il faudrait que Eden Kodjo fasse son travail de ramener ceux qui sont encore à l'extérieur, de tempérer les refus. Parce que les refus peuvent être tempérés, les refus peuvent être également extrêmes. Quand vous prenez par exemple le point de vue de l'UDPS par exemple, qui continue à exiger qu'on puisse allonger la libération des prisonniers politiques, mais il y a une dose d'extrémisme, c'est parce que l'UDPS exige le remplacement de Don Kodjo par un autre facilitateur. Mais quand vous prenez par exemple les MLC de manière explicite n'exigent pas que Eden Kodjo soit remplacé, mais les MLC refusent qu'on aboutisse à une nouvelle transition qui va consacrer le partage du pouvoir et qui pour les MLC est une violation de la Constitution. Donc aujourd'hui nous pensons que le facilitateur devrait poursuivre sa facilitation, le travail de médiation, de bons offices, avec l'appui de la CENCO et de l'Union européenne, des Nations Unies également, pour que au moins ceux qui refusent de s'embarquer dans le bateau puissent tempérer leur position, parce qu'en étant dehors de manière extrémiste, ils ont la capacité d'empoisonner la situation politique et sociale. Mais l'idéal serait qu'ils embarquent dans le bateau pour que les conclusions qui sortiront soient partagées par tout le monde, répercutées sur le plan de l'ensemble de la population et du pays, pour que nous puissions cheminer de l'avant. Est-ce que nous pouvons dire que nous y sommes et que ce que nous avons toujours désiré, nous y sommes, c'est le dialogue, ou bien c'est encore un schéma préliminaire, très préliminaire, par rapport à l'extérieur? Oui, d'abord je voudrais dire que j'ai presque envie de répéter que chez nous il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que le dialogue, ou plus exactement les travaux du comité préparatoire à ce dialogue, débutent exactement mutatis mutandis, comme commencent généralement nos forums. Ça commence toujours comme ça commence par il y a un groupe qui y va, il y a un groupe qui est dehors, et nous sommes là. Ça commence aussi par de scènes d'exclusion ou d'auto-exclusion, pour prendre la terminologie consacrée, ou d'auto-éjection. On assiste aussi à ça, et je crois que ça se passe souvent chez nous comme ça. Ça ne devrait pas, en tout cas à notre niveau, nous étonner. Mais moi je crois que le plus important, c'est que ce dialogue a quand même commencé. Disons, le pré-dialogue, il a quand même commencé. C'est un mérite non négligeable, parce qu'il était attendu depuis très longtemps. Le temps ne s'est pas arrêté pour nous. Et il était quand même finalement plus que temps que quelque chose commence. Ça commence déjà. Ce que l'on peut espérer maintenant, c'est que maintenant que ça a commencé, que le travail que la facilitation fait, que les autres partenaires font pour amener ceux qui ne sont pas encore là-dedans, c'est-à-dire les autres forces politiques, notamment le groupe du Rassemblement. Il y a certains qui sont dans la salle, d'autres qui ne sont pas encore là. C'est très congolais, mais c'est de les amener finalement dans la salle, parce que l'enjeu, ne l'oublions pas, de ces dialogues, c'était cette inclusion qu'on appelle chez nous sous les tropiques inclusivité, mais en réalité c'est l'inclusion. Le terme c'est inclusion. Donc c'est l'inclusion et la crédibilité. Et vous aurez remarqué que tout le monde insiste sur le caractère inclusif du dialogue. C'est ce caractère inclusif qui confère de la crédibilité à ce dialogue. Donc il y a une relation dialectique entre l'inclusion et la crédibilité. Alors, évidemment, je poserai
Jérôme Sekana et à notre ami Freddy une autre question, mais qui est en rapport avec celle-ci. Est-ce que nous avons quand même lu, à part le communiqué qui nous a été transmis par les bureaux du facilitateur, il y a eu quand même 2 communiqués. Une conférence de presse de l'ambassadeur de la Commission de l'Union européenne dans notre pays. Et puis il y a eu un communiqué de l'ambassade des États-Unis hier. Alors, en résumé, l'ambassadeur de l'Union européenne dit que le fait de boycotter le dialogue, c'est comme si ceux qui boycottent le dialogue favorisent le pouvoir en place. Ça, c'est la position de l'ambassade de l'Union européenne, qui est quand même une position qui a beaucoup muté. Hein? C'est-à-dire que quand vous regardez les positions de l'Union européenne par rapport au processus, depuis plusieurs mois, ça a changé. Au point qu'aujourd'hui, tout en ayant été défenseurs de la légalité de l'aide constitutionnelle, aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il faut appuyer le dialogue. C'est aussi la position de l'ambassade des États-Unis qui, en s'exprimant sur des questions comme ça, dit que, voilà, il demande à ce que tout le monde aille au dialogue et qu'il est encore possible que le président Kabila puisse passer le flambeau de manière pacifique au prochain président qui sera élu. Alors, ma question précise pour vous deux, c'est peut-être la position de la communauté internationale. Qu'est-ce qui a influé, qu'est-ce qui a infléchi ces positions radicales au début, aujourd'hui, elle accompagne cette communauté, les dialogues. Jérôme. Oui, je pense que la communauté internationale a compris les enjeux de l'heure. Il y a péril en la demeure. Et la communauté internationale sait très bien que si les acteurs politiques ne mettent pas sur la même longueur d'onde, il y a risque d'implosion. Or, un pays hautement stratégique comme la RDC, implosé, les dégâts seront incommensurables au-delà des frontières du territoire national. C'est pour cette raison, vous voyez cela. Mais moi, je voudrais, parce que nous parlions de ce qui se passe en dehors, je voudrais sincèrement me réjouir de ce qui se passe, parce qu'au moins là, on a franchi un premier pas très décisif. Et je salue ici la participation de Jean-Lucien Mboussa, parce que c'est lui qui parle au nom de l'opposition. Il a dit qu'il faut parler de ces choses à l'intérieur. Je ne condamne pas non plus ceux qui sont restés en dehors, parce qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est quoi au juste? Il y a 3 problèmes. Le premier problème, c'est les desiderata des autres, non, qui demandent qu'on puisse libérer les prisonniers politiques ou les prisonniers d'opinion, qu'on puisse réouvrir les médias. Et la 3e condition qui demande, celle-là, je ne pense pas qu'on pourra peut-être aboutir à ça, c'est de transformer les groupes d'accompagnement en groupes de facilitation. Là, parce qu'on ne peut pas changer Kodjo maintenant, ça serait remettre le compteur à 0. Mais il serait mieux, étant donné qu'il y a eu quelque part des erreurs sur la liste, parce qu'on sent d'un côté la volonté du pouvoir qui a posé des actes, peut-être la décision a été prise sur une mauvaise liste, parce que l'opposition dit nous avons transmis une liste de 116 noms. Le ministre de la Justice lui parle de 26 noms. De 26 noms. Et là, sur cette liste, on trouve 4 personnes qui sont réellement des prisonniers d'opinion et qui continuent à demeurer en prison alors qu'ils devraient être libérés. Et là-dedans, on trouve des noms des personnes qui étaient déjà libérées et qui n'avaient pas bénéficié de la grâce présidentielle. Ça pose problème. Moi, je pense que parce qu'il y a déjà, tout le monde essaie de comprendre la situation pour sauver le pays. Je pense que la CENCO doit encore insister. Et là, nous voyons comment la communauté internationale s'implique. Quand vous lisez, que ce soit les communiqués de l'Union européenne ou même des États-Unis, et tous, la CENCO, et quand vous suivez même les amis de la majorité, notamment les sénateurs chez Okitundu, qui parlent, il dit il y aura encore d'autres libérations. Venez d'abord. Alors, moi je pense que pour obtenir l'inclusivité que nous recherchons, ou l'inclusion, et c'est ça, parce que plus inclusif sera le dialogue, et puis la paix aussi sera consolidée si et seulement si il y a une grande inclusivité. C'est pour cette raison, moi j'ai dit, il n'y a pas de problème si le gouvernement pouvait encore faire un geste, parce que si le gouvernement répond aux attentes de l'opposition,
en ce qui concerne la liste, la vraie liste des politiciens qui doivent bénéficier de cette grâce présidentielle et la réouverture des médias, la troisième condition posée par les amis de l'opposition ne pèsera pas. Parce que cette troisième condition est intenable maintenant. Si aujourd'hui on fait partir Kodjo, quand est-ce que l'Union européenne et l'Union africaine va désigner quelqu'un d'autre? Ça prendra encore combien de temps alors que nous faisons une course contre la montre et les délais constitutionnels tendent à expirer. Merci Jérôme Sekana pour cette contribution. Alors Freddy, vous étiez à l'extérieur lors de la dernière émission. Vous avez donc le devoir de nous rendre un peu un témoignage de comment, de l'extérieur, on a perçu Espace Républicain, et puis vous répondrez à la question. Oui, je pense que ceux qui suivent à l'extérieur, ils disent au moins c'est un débat libre et critique. On sent qu'il n'y a pas de Yaléo ici, il n'y a pas de Oumela, il n'y a pas de Yebela. Donc on passe beaucoup de temps à la réflexion, ce qui est positif. Quant à votre question, je pense que la différence entre nous et les autres, les Américains par exemple, avant de prendre une décision, on demande des études. Chez nous, on se réveille le matin, on prend une décision sans avoir étudié les cas. Il y a eu un rapport, une analyse, une étude faite par un grand chercheur sur les Grands Lacs, Gérald Prigné. Gérald Prigné a publié d'abord en 2006-2009 un ouvrage sur la guerre mondiale africaine, donc la guerre du Congo. Notre guerre, là. Notre guerre. Donc c'est un spécialiste de la région très bien connu. Il a publié un rapport. Il travaille avec un think tank américain qui est composé des anciens secrétaires d'État. Tous les anciens secrétaires d'État font partie de ce think tank-là. Lui, en tant que chercheur, donc, offre ses services. Dans ce rapport, Gérald Prigné a posé une question. Est-ce que le Congo est important pour nous? Donc, Congo, c'est matter, c'est en anglais. Hein? Est-ce que le Congo est important? Il a demandé à Obama d'intervenir dans la question du Congo. Il est arrivé à une conclusion, au Congo, il n'y a pas de classe politique. Les gens font trop de bruit. Entre-temps, il y a des menaces de Chebab et autres à l'Est. Ce n'est pas une aventure. Il a fait des analyses très claires. Il y a les menaces, comment dirais-je, islamistes à l'Est du pays. Il a demandé à ce qu'Obama intervienne. Maintenant, la question qu'on se pose est que si Obama intervient, ce n'est pas pour votre bien, parce qu'on vous aime bien. Obama va intervenir pour les intérêts américains. Il faut que les Congolais comprennent, les Africains de manière générale. On est tellement naïfs, on pense que tout le monde qui parle de bien chez nous, de nous, nous aime. Donc c'est pour question d'intérêt. Et ce qui est dramatique, c'est de voir que les gens qui pensent être soutenus par les puissances étrangères, les multinationales étrangères, sont en train de refuser le dialogue. Je pense que tous les communiqués qui sont sortis, c'est une menace. Au cas où ils ne s'impliquaient pas dans les dialogues. Ils n'auront pas les soutiens. Non, ils seront marginalisés. On va les oublier. Et je pense dans leur état-major, ils en discutent déjà. Ce qui est vrai, celui qui ne va pas s'impliquer, le train va partir, on va les laisser. Je pense que pour le moment, ils font du marchandage pour monter les enchères, pour retenir. Donc, c'est question de rapport de force. Je pense qu'ils finiront par y entrer. Celui qui ne va pas entrer, il faut retenir. Mon cher ami, c'est l'histoire pour aller juger. Alors, Freddy, on a dit que nous étions sans langue de bois dans cette émission, parce que nous nous projetons sur l'avenir, nous voyons ce qui va se passer. Alors, nous nous situons vraiment à la fin du dialogue. Le dialogue est terminé et le dialogue aboutit à ce que vous avez dit. Est-ce que c'est une hypothèse ou une certitude? Est-ce que le dialogue aboutira à une transition? Parce que c'est une question fondamentale. Est-ce que c'est une hypothèse de l'esprit ou est-ce que c'est une crainte? Parce qu'il y a des gens qui, en entendant seulement le mot transition, ça les énerve terriblement. Ça tue l'ensemble des convictions qui sont faites. Pour certains, il y a des dates fétiches. Le 19 décembre, il faut qu'il y ait, quel que soit le cas de figure, passons du pouvoir. Alors, nous avons dans cette émission, nous sommes des responsables. Alors, le dialogue va avoir lieu. Nous en parlerons au fur et à mesure qu'il se tiendra. Mais il va se terminer. Est-ce qu'il aboutira à une transition? Vous avez pris le risque d'en parler. C'est pourquoi je vous pose à vous la question. Pourquoi vous avez pensé que le dialogue aboutira à une transition? C'est un vœu que vous formulez ou c'est une conséquence logique d'une réflexion? Comme vous avez vanté les études
les études qu'il faut faire avant de décider. Comment vous avez procédé? Non, je pense que Willy, on a été à l'école des Blancs, hein, l'école des Blancs, l'école moderne. On a appris comment il faut faire des analyses et faire des projections. Donc les drames chez nous, on ne fait pas de projections. Un. De deux, l'espace médiatique est contrôlé par des politiciens. Chaque jour, ils disent les 20, c'est les chaos. Les 20, c'est les chaos. Donc ils n'ont pas la capacité de projeter l'avenir. Savoir, si les 20, il n'y a pas chaos, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y aura un matin, il y aura une nuit, comme dit quelqu'un. Donc il faudrait maintenant les aider à comprendre qu'on les veuille ou non, il y aura une transition. Parce qu'on a toute une histoire. Quand vous regardez de plus près, c'est presque, il vient de le dire, ça commence comme ça. Ça a commencé du temps de la France souveraine, du temps de Sun City. On a abouti à une transition. Ça, c'est clair. Moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir sans transition. Alors que les mandats du chef d'État arrivent dans 4 mois, c'est fini. Est-ce que vous avez vu des gens dire non, on va aller aux élections? Personne ne s'organise. Donc, il y a ces éléments-là qui font à ce qu'on les veille ou non. La transition sera là. Et dans les milieux, les ambassadeurs ici, on a des amis par-ci, par-là. Le mot transition est apparu, ça fait à peu près 3 ou 4 mois. Les drames, c'est notre presse. La presse n'a pas le courage de s'assumer. Moi, j'avais l'information, mais je ne pouvais pas le faire parce que ça allait à l'encontre d'autres choses. Comme une volonté imposée ou comme une conséquence logique des événements? Non, une conséquence logique. Tu sais, c'est ce que j'ai dit que les autres analysent, étudient. Nous, on n'étudie pas. On vient créer la télévision. Oh non, il n'y aura pas de dialogue, il y aura les chaos. On n'a rien pensé. Donc, dans les milieux internationaux, ça c'est l'information que j'ai eue, donc il y aura transition. Je me suis mis maintenant à travailler, à voir un peu les deux transitions qu'on a eues avant, du temps de Mobutu et du temps de Kabila fils. Renaissance, et je recommande la lecture. C'est une très bonne analyse, hein, je la recommande. Mais nous continuons d'abord à faire passer la parole. Jérôme, rapidement. Oui, vous savez, qu'il neige, qu'il pleuve, il y aura une transition. Les soubassements, la fondation du dialogue aujourd'hui, c'est les élections. C'est le thème central. Et l'élément moteur des élections, c'est le fichier électoral. Donc, il y aura, le débat portera plus sur la durée de cette transition. Parce qu'à 4 mois, on ne peut pas organiser, on ne peut plus organiser des élections. Donc, les gens qui vont participer au dialogue vont se battre avec des idées, pas avec des mains. Hein. Pour arriver, l'opposition voudra qu'il y ait une transition très courte, parce que la CENI fait partie du dialogue, la CENI qui dira que, bon, écoutez, pour que nous ayons des élections, il faut qu'il y ait le fichier. De l'autre côté, parce que l'enjeu c'est quoi? Pour l'opposition, il faut aller aux élections. Et qui est ce qu'on appelle l'alternance. Parce que l'alternance peut se faire soit dans un même camp politique, par exemple dans la majorité. On peut parler d'alternance si quelqu'un d'autre de la majorité succède à Kabila. Mais de l'autre côté, il y a les dessous des cartes. Et c'est ce que je veux vous donner comme information, après avoir croisé mes sources. C'est que du côté de l'opposition, il voudrait qu'ils s'entendent sur le calendrier électoral et que dès qu'on termine le fichier, qu'on passe d'abord à l'élection présidentielle. Du côté de la majorité, ils disent, écoutez, si on n'arrive pas à s'entendre, bien sûr, il peut y avoir glissement, mais ce qui nous intéresse, nous aussi, même s'ils ne le disent pas haut et fort, c'est le référendum. Vous comprenez? Et le référendum peut tout changer. Donc voilà les enjeux. Donc le problème ici, c'est qu'il faut que nous ayons d'hommes d'État. Il vient de dire quelque chose de très important. Nous n'avons pas beaucoup d'hommes d'État dans notre pays, c'est dommage, mais il faut qu'ils puissent mettre un peu d'eau dans leur vin et surtout qu'ils voient l'intérêt supérieur de la nation. Parce que au jour d'aujourd'hui, pourquoi le chef de l'État est en train de satisfaire aux requêtes? Parce que c'est lui qui a été élu au suffrage universel direct. C'est lui qui doit rendre compte au peuple. Et il ne voudrait pas que dans l'histoire de ce pays, qu'on dise que c'est avec lui, hein, après avoir stabilisé le pays, réunifié le pays, supporté des formules de 1+4 qu'on n'a jamais expérimenté ailleurs, que ce soit par lui qu'arrive l'implosion. Donc il a tout intérêt à pouvoir céder, mais en essayant de mener tout le monde à émettre sur la même longueur d'onde et qu'on puisse arriver à des élections crédibles, transparente et démocratique. Monsieur Jérôme, alors la même question, elle n'est pas aussi anodine. Hein? Conséquence logique des faits, parce qu'on pouvait aussi dire que bon, pas de transition, on termine le dialogue, ceux qui sont en place continuent, ils auront des élections. La transition suppose la prise en compte
d'autres forces politiques dans la gestion et dans la responsabilité. Donc c'est pour ça que je demande encore à José, le fait de parler d'une transition, est-ce que c'est une nécessité, une conséquence logique, comme on dit dans les latins, les mots douces, pollen de ponès, ou bien c'est parce que, bon, c'est le seul choix qu'ils avaient. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je crois qu'il faut sortir de gadgets et de formules toutes faites. Transition, ceci, non. Le vrai problème, c'est on va au dialogue, pourquoi? Pour le pourquoi du dialogue. Une fois qu'on aura dégagé le pourquoi du dialogue, on peut prévoir une thérapeutique. Mais il ne faut pas commencer, on balance des formules, on va au dialogue, pourquoi? Parce que manifestement, c'est impossible, nous le disons depuis un peu plus longtemps, d'organiser des élections dans les conditions actuelles. Nous ne sommes pas des acteurs politiques autour de cette table pour donner dans la langue de bois. Nous disions depuis longtemps que c'était matériellement impossible d'organiser les élections. Nous sommes sur cette ligne-là parce que nous ne sommes pas liés, premièrement. Et que deuxièmement, que ce pays a besoin d'un compromis historique, derrière lequel il court depuis longtemps. Cette nécessité de compromis est souvent parasitée par des contingences politiciennes. On l'a vu plus récemment avec les concertations nationales, Le problème où nous devrions jouer notre rôle, nous et la vraie société civile, c'est amener les politiciens à sortir de leurs enjeux, je me répète, politiciens. C'est ça l'enjeu. Parce que tout ce que nous racontons ici, tel n'y va pas aujourd'hui, il ira demain, tel est là. Mais nous sommes dans ce que, je crois avoir écrit ça ce matin, dans un tourbillon d'agenda. Mais ça, ce ne sont pas les agendas du pays. Ce sont les agendas des acteurs politiques. Oui, nous devrons faire la part des choses entre les agendas d'hommes politiques. Celui qui y est, c'est pas nécessairement vertueux. Ah, j'ai vu Jérôme est au dialogue. Mais Jérôme est au dialogue pourquoi? C'est ça la question. Est-ce qu'il est au dialogue pour résoudre les problèmes du pays ou pour son assurance vie? C'est ça l'assurance vie. Si vous êtes en quête de votre assurance vie, alors vous allez au dialogue pour vous-même. Comme nous étions, certains étaient à la CNS, après au dialogue entre Congolais en Afrique du Sud, pour eux-mêmes. Pour résoudre le problème aujourd'hui, il faut qu'on aille au dialogue pour le pays. Et le pays attend quoi, Willy? Le pays, je l'ai dit assez souvent, peut-être c'est de manière brutale, nous ne devrions pas confondre les moyens et la finalité. Les élections n'ont jamais été ici comme ailleurs une finalité. Les élections, c'est un moyen, c'est un mécanisme démocratique de légitimation du pouvoir pour le mieux-être. La finalité, c'est la bonne gouvernance pour le mieux-être. La bonne gouvernance elle-même, c'est un moyen. C'est le mieux-être. Il faut qu'on requalifie l'équation du Congolais lambda. Mais tant que cette équation ne sera pas requalifiée, on aura beau tourner autour des concepts ici, mais si le Congolais lambda est dans cette situation, ça ne va pas. Pardon, José, mais je vous avez encore 30 secondes pour répondre à la question. Oui. La question est précise. Vous étiez en train de développer, oui, mais votre colère contre la gabégie des gadgets vous a empêché de répondre à la question. Oui. La question de la transition, elle est une conséquence de la réflexion qui va se tenir ou on peut s'en passer? Non, d'abord, il est bien évident. D'abord, il est bien évident que quand le Congolais se retrouve pour parler politique, comme c'est le cas avec le dialogue. Je vais revenir à vous. Oui. Je pose la question à l'ensemble. Non, je suis vous allez répondre. Je vais vous rappeler l'histoire. Oui. Il y a toujours eu quelque chose de très très important qui s'est passé dans notre pays. Rappelez-vous à la conférence nationale souveraine, il était question de trouver un compromis politique historique. Compromis politique global. Global. Les gens ont réfléchi dans tous les secteurs. On a eu des résolutions de la conférence nationale souveraine. Mais il y a eu un moment donné où il fallait passer au partage équitable, équilibré du pouvoir. Cette course du partage du pouvoir a comme incidence immédiate de minoriser la qualité du compromis à obtenir. Donc, la distribution des rôles, ça signifie qu'à partir du moment où ils vont arriver au jour où il faut parler pouvoir, responsabilité des personnes, ce qui a été intellectuellement obtenu va être oublié. Voilà mon souci. C'est pourquoi je dis mais justement parce que nous ne devons pas continuer à assister, c'est très cohérent, nous ne devons pas continuer à assister passifs
à toutes ces combinaisons politiciennes. Parce qu'il a dit, Jérôme a dit ici, voilà, l'opposition veut qu'on aille vite aux élections. Attention, ces mêmes opposants, dès qu'ils sont aux responsabilités, ils vont oublier ces discours-là. C'est que nous ne devrions pas nous donner main liée aux politiciens. Les politiciens, j'insiste encore, ont leur agenda. Nous, notre agenda, c'est lequel? C'est éviter l'implosion. Pour éviter l'implosion, il faut un accord politique. Il est bien évident que cet accord politique, pour le mettre en œuvre, il faut qu'il y ait un gouvernement pour le mettre en œuvre. Oui, qu'il y ait des acteurs, donc en termes clairs. Il faudra qu'il y ait bien un gouvernement, parce que nous entrons dans une phase nouvelle. La Constitution, à laquelle tout le monde est attaché ici, ne prévoit pas ce que nous disons. Mais les faits précèdent le droit. On est bien d'accord. Le dialogue lui-même n'est pas constitutionnel. On est bien d'accord aussi. Donc, ne nous cachons pas derrière nos petits doigts. Nous sommes sortis de la Constitution par rapport au dialogue. Mais c'est une nécessité. C'est la nécessité qui dicte le texte pour sauver la même Constitution. Plus grave, pas la Constitution seulement. Vous savez, la Constitution, ce n'est pas ça le pays. Le pays est la Constitution. La Constitution, c'est un texte que les hommes font. Mais il faut d'abord que le pays existe. La Constitution, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. La finalité, c'est le pays. Très bien. On reprend la même question, toujours sur la transition, et sur la nécessité de la faire ou de ne pas la faire, mais déjà en avançant, en ne répétant pas ce qui a été dit. Merci beaucoup, Willy. Oui, Bruno. Vous permettez que je fasse juste un pas en arrière. Vous avez posé une question en son temps à Jérôme Sekana. Qu'est-ce qui a fait que la position de la communauté internationale a semblé changer? C'est parce que cette communauté internationale se rend maintenant à l'évidence qu'il est impossible d'organiser les élections avant la fin du mois de décembre. Ça serait réaliser un miracle là où Jésus a échoué. Donc voilà pourquoi cette position. Vous avez secoué la foi de Jérôme. Il a tout compris ce que je voulais dire, ça dit que ça sera impossible, tout simplement. Alors, maintenant, vous parlez de la transition. Est-ce que c'est une conséquence de la réflexion qui sera menée ou c'est une prophétisation superficielle? Moi, je dis que nous sommes déjà dans la transition. Pourquoi nous sommes allés au dialogue? José l'a effleuré, je voudrais continuer là-dessus. Nous sommes au dialogue parce que tout le monde s'accorde à dire qu'il sera impossible d'organiser les élections avant décembre. Et donc, pour ne pas laisser la crise de légitimité, pour ne pas cautionner un vide institutionnel, il faut prévenir les événements. C'est ça l'essence. Et je pense que maintenant, nous avons déjà entamé, sans qu'on puisse nommer, nous avons déjà entamé la transition. Au lieu que le président de la République décide en carrière solo ou aille devant la représentation nationale pour dire que il sera difficile d'organiser les élections, voici ce que je propose, et le Parlement ou le Congrès du Parlement avalise, le président dit allons au dialogue, pour que ça soit beaucoup plus inclusif, pour que ce soit beaucoup plus représentatif, et toutes les couches de la société civile, l'opposition et la majorité, réfléchissent, y compris la communauté internationale, pour que nous puissions aboutir à un atterrissage en douceur. La transition est engagée parce que, vous connaissez, Freddy l'a dit, il y a une tradition chez nous. À chaque fois qu'on va aux négociations politiques, on aboutit toujours à un gouvernement, soit de combinaison générale, soit de salut public, soit de cohésion nationale. On l'a vu avec la conférence nationale des souveraines, on l'a vu avec San City, on l'a vu avec les concertations nationales, on va le voir aujourd'hui. Et parce que le vrai problème, c'est que nous sommes au cœur de l'article 73 de la Constitution. Le président de la République est fait mandat, mais il attend son correspondant qui est élu pour faire la passation de service. Et nous devons comprendre qu'avant le 20 décembre ne sera jamais égal après le 20 décembre. Parce qu'après le 20 décembre, constitutionnellement, le président de la République sait qu'il attend celui qui sera élu pour qu'il passe les flambeaux. Ça signifie que sur le plan politique et même sur le plan de la gestion, les choses vont se ralentir. C'est ça l'essence de la transition. Alors ceux qui viendront négocier cette passerelle, ceux qui sont au dialogue pour donner la caution qu'on va glisser, on ne va pas organiser les élections avant décembre, il faut qu'il y ait une petite prolongation. Vous voudrez contrôler les choses. Vous voudrez contrôler l'appareil institutionnel pour qu'il ne soit pas totalement perdant. Je comprends l'essence de l'agenda personnel évoqué par José Naouej. Voilà pourquoi on va assister inéluctablement, qu'on ne nous voile pas la face, à un sorte de gouvernement de combinaison générale qui aura de l'impact même sur le plan parlement. Parce que c'est lui, à supposer que demain il y ait une majorité gouvernementale, Willy Kalengai, que par exemple le Premier ministre issu de ces dialogues
soit de l'opposition. L'opposition qui n'est pas dans la coalition de la majorité présidentielle actuelle. Ce Premier ministre-là ne voudra pas travailler dans un parlement qui lui est totalement hostile. La dose minimale, ça sera quoi? Qu'on puisse, par exemple, revisiter la composition du bureau de l'Assemblée nationale du Sénat pour que celui qui est passé Premier ministre ait ne fût-ce qu'un représentant ou ne fût-ce qu'une béquille dans le bureau de l'Assemblée nationale. Et la dose extrême, la pilule amère, je voudrais citer, la pilule amère, ça serait quoi? Ça serait de créer une chirurgie dans la composition du Parlement. C'est-à-dire qu'on puisse coter des sièges, mais à ce moment-là, ça sera l'accord politique qui a été évoqué, je crois, par Freddy. Très bien, très bien. Pour qu'il y ait une sorte de constitution de transition. Parler. Mais tout ça sont des scénarios prévisibles. C'est important d'en parler. Alors, je voudrais demander à Diana, évidemment, qui a eu l'expérience de suivre ces choses-là, dans les couloirs, dans les bureaux, dans les télés. Et qu'est-ce qu'il en pense? Si je m'inscrivais dans la logique que Bruno vient de développer tout à l'heure, mais il y a une chose qu'on considère comme tabou, mais qu'il faut dire, il faut réviser la Constitution. Totalement. Tout ce qu'il vient de faire, c'est impossible si on ne révise pas la Constitution. Si on ne la revoit pas. Ici, mais tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez suivi dans le résumé que vous avez lu, il y a accord. Qu'est-ce qu'on dira dans l'accord? Puisque nous avons déjà un accord qui est la Constitution. Si les gens vous demandent de faire un accord en dehors de la Constitution qui est ce qu'on appelait le pacte national, tout le peuple a voté au référendum, mais qu'est-ce que l'accord? Est-ce que le fait de chercher à avoir un accord rime encore avec la grande revendication, le respect à la Constitution, tel que se retrouve dans ce qui est devenu un chapitre de plus de la Constitution congolaise, c'est-à-dire la résolution 2277. C'est devenu un des chapitres de la Constitution. Mais est-ce que dans cette Constitution, il est prévu à un moment qu'il y ait accord et qu'il y ait tout ça? Tout est clair. Dans l'accord, selon on va s'entendre, vous prenez ceci, cela, nous nous organisons. Mais les gens ne veulent pas aller tout droit, nous devons revoir la Constitution. On ne peut pas la respecter. On n'en est pas encore là. Voilà. Vous vous souviendrez... ce n'est pas ce qui est autorisé. Hein? Voilà. Ce n'est le pas dialogue autorisé. doit respecter mais la à voir, c'est Constitution. que nous sommes en train de voir où est-ce qu'on va. Vous vous souviendrez qu'à la conférence nationale souveraine, vous savez, le mot avant, c'était la conférence doit être un lieu d'organisation du pouvoir et pas de la conquête du pouvoir. On l'a transformé en lieu de conquête du pouvoir. Souverain. Et Sun City, c'était la même chose. On doit organiser le pouvoir, mais entre-temps, on bouscule celui qui a le pouvoir. Parce que s'il n'y a pas un nouveau pouvoir, mais laissez celui qui est en place, on le bouscule, il doit partir. Mais le fait de dire que s'il part, nous devons le remplacer par qui? Donc, par le compromis politique, ainsi de suite. Tout ça, c'est clair. Nous sommes un pays à compromis. C'est une méthode que nous appliquons, mais sans l'avoir assumée publiquement. Voilà, on arrive à un moment donné à assumer cette histoire. Bien sûr, tout à fait. Alors, je dis maintenant, je me réfère toujours, les femmes qui étaient à San City étaient fantastiques. Elles étaient fantastiques. Les caucus femmes avaient diffusé un document que nous avions vu, que la classe politique congolaise, lorsqu'elle va au dialogue, elle discute sur des positions, mais cache le vrai problème en dessous. Ici, le vrai problème, c'est le partage de pouvoir. Est-ce que ce n'est pas réducteur? Nous devons les aider à éclairer le peuple, que les gens, vous voyez, non, ils respectent la Constitution. Ils disent aujourd'hui respect de la Constitution, ils disent accord global, ils font ceci, tout cela. Ils sont en train de tomber. Mais le vrai problème, c'est que c'est pourquoi d'ailleurs les gens ne veulent pas que les dialogues se tiennent maintenant, sinon les dialogues décrispent la situation et on n'a plus de problème à poser. Il faut qu'on arrive jusqu'à là. On dit non mais ce n'est pas possible, la date, on doit respecter la Constitution. Il n'y a pas que le seul délai dans la Constitution qu'on cherche à respecter. Nous avons fait combien d'années pour que nous ayons de nouvelles provinces? C'était aussi un délai constitutionnel. C'était imposé, mais ce n'était pas l'affaire de tout le monde. Et même lorsqu'on les a divisés, on a divisé le complot conformément à la Constitution, les gens ont refusé. Mais le délai de la tenue des élections, si les gens y tiennent, c'est parce qu'il y a un enjeu derrière qu'ils veulent obtenir. C'est celui-là qu'on arrive à ce moment. Et M. Kabila, vous n'avez plus la possibilité, vous êtes coincé, il y a votre mandat terminé. Et on dramatise ça, alors que c'est constitutionnel. La Constitution dit clairement dans l'article 70, alinéa 2, le président en fonction reste jusqu'à l'installation du nouveau président. Eux, ils devraient faire effort pour qu'il y ait un nouveau président. Mais on bouscule celui qui l'attend qu'ils aillent d'abord chercher à élire un nouveau. C'est ça Très bien. Là n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Hein? Mais nous sommes quand même dans cette question-là.
John Ngomba, nous allons aller progressivement vers la fin de cette émission. On aura un dernier tour. Oui, ça va vite. Ouais. Alors, vous avez la parole. Oui, je crois que il est clair que le dialogue s'impose, qu'il y ait une transition. Ça, c'est clair. Et moi, je pense que l'opposition le sait, en réalité. Nous sommes en train de jouer au cache-cache pour rien. L'opposition sait pertinemment que les délais étaient intenables. Parce qu'ils étaient eux-mêmes à la base de la révision du fichier électoral. Ils savaient pertinemment. Mais je crois qu'ils sont en train d'instrumentaliser tout simplement une situation pour en tirer les maximums de gains. Bon, je veux dire, c'est des bonnes guerres, hein? C'est des bonnes guerres. Mais maintenant, à quoi est-ce qu'ils prêtent les flancs? Là, je reprends le propos de l'ambassadeur Dumont. L'opposition est en train de jouer le jeu du pouvoir. Et ça, il faut qu'ils fassent attention. Les phénomènes pouvoir, ce n'est pas un jeu d'enfant. Si vous ne vous organisez pas pour le prendre, ben, on ne vous le donnera pas. Ça, c'est clair, on ne vous le donnera pas. Et les phénomènes pouvoir, il est tel qu'il est, c'est lui qui l'a. Il voudra les garder encore le plus possible, aussi longtemps que vous ne l'aurez pas mis dans des conditions pour qu'il puisse le retrocéder ou le retourner. Mais alors, les conditions maintenant, moi je pense, dans la stratégie de l'opposition, l'opposition utilise une stratégie, je pense, dépassée totalement. C'est-à-dire la rue. La rue, aujourd'hui, qui contrôle la rue? Qui peut dire qui contrôle la rue? Parce que quand on va arriver au 19, et puis après, qu'est-ce qui arrive après les 19? La rue va prendre qui et les mettre où? Je crois que c'est quand même pas, à mon sens, bien planifié. Même ceux qui sont considérés comme les souteneurs de l'opposition, parce que on ne se prive pas, la majorité au pouvoir ne se prive pas de pourfendre la communauté internationale, les États-Unis, l'Union européenne, les Nations Unies, ainsi de suite, par rapport à leur collision avec l'opposition. Mais ce sont ces mêmes gens-là qui disent, écoutez, il faut aller au dialogue. Mais la fameuse résolution 2277 là, c'est là que je trouve quand même l'opposition irrationnelle. Comment est-ce que, en une séquence, on peut considérer que les Nations Unies ont dit quelque chose d'essentiel, on s'y accroche, et dans une autre séquence, les Nations Unies disent non, je pense qu'il faut dialoguer là. Donc, même eux aussi, hein, ils veulent instrumentaliser. En réalité, ils choisissent ce qui les intéresse. Mais c'est un jeu dangereux. C'est un jeu très dangereux parce que l'opposition s'est toujours fait remarquer par ces rendez-vous manqués et tel qu'ils mènent la chose, ils vont rater ce pouvoir politique parce qu'on ne va pas les leur offrir sur un plateau doré. Moi, je pense que, pour revenir, peut-être pour terminer, l'opposition donne, à mon sens, un rôle extraordinaire aux facilitateurs. Je l'ai déjà dit sur un plateau. Ces facilitateurs, en réalité, je les prends comme un catalyseur dans une réaction chimique. Dans la réaction chimique, les catalyseurs, il est mis là pour créer la réaction, mais il n'apparaît pas à la fin de la réaction chimique, il n'apparaît pas. Eux considèrent ces facilitateurs comme l'homme qui va transformer leur non en oui. Mais c'est faux. C'est faux parce que c'est un débat d'intelligence et je pense que dans l'opposition, il y a des gens suffisamment censés pour voir que le facilitateur est en train de les mener en bateau et ils ont la latitude de pouvoir se retirer. Alors, botter en touche, jouer la politique de la chaise vide comme ça, je crois que, une fois de plus, ils n'auront peut-être que leurs yeux... Je vais vous poser une dernière question. Il faudrait être très très court dans la réponse. Il est vrai que le dialogue ne va pas avoir d'unanimité, ça nous pouvons en être certains, à 100%, personne, il est vrai. Il est vrai que, vu la compression des délais et l'obligation de voir un fichier électoral, un bon fichier électoral, 40 millions d'électeurs attendus, il faudra un temps de rallonge. Alors maintenant la question que je pose, quand ils auraient déjà décidé d'un accord politique, quand ils auraient déjà mis en place un gouvernement, seront-ils capables d'accepter une opposition pendant cette période-là? Est-ce que le pays est prêt, parce que c'est ça la démocratie aussi, est-ce que le pays pourrait se payer
la force de supporter une opposition qui serait contre ce qui va être décidé au dialogue. C'est la dernière question que je vous pose, et essayez de répondre calmement, hein, sans vous effrayer de cette question-là. Alors, on commence par, très rapidement, hein. Oui, vous avez très peu de minutes. Je pense que ce qui est beaucoup plus Répondez important, précisément à la question. c'est poser la question pourquoi les deux transitions anciennes, dans les deux transitions, ont échoué. Je pense que la question du départ. 3 éléments. Les premiers éléments, durant les négociations, il y a eu des extrêmes. Je pense que vous qui avez vécu du temps Tshisekedi Mobutu, c'était des extrêmes. Ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord. Donc il y avait des extrémistes de Mobutu et ceux de l'opposition. Donc ça n'a pas pu donner un bon résultat au niveau des compromis politiques. Le résultat, la tension a échoué. Même deuxième élément, l'État. C'est le problème qui se pose dans notre pays, que l'État a disparu avec le départ de Mobutu. Il y a eu deux professeurs américains qui ont travaillé au Katanga, à Sciences Po, Crawford Young et Thomas Turner. Ils ont publié un ouvrage, The Rise and Decline of the Zion State, pour montrer que depuis 1978, l'État de Mobutu était en déclin. Donc, l'AFDEL est venu seulement le pousser à la porte, et quand l'AFDEL a pris le pouvoir, il a négligé. Il a eu le temps de reconstruire un autre État. Non, ce n'est pas l'AFDEL, non. Il a écarté l'opposition. Ça a été un échec, parce qu'il fallait se mettre d'accord pour reconstruire l'État. Donc les gens ont pensé qu'ils pouvaient s'imposer par la force. À cause de cet échec, il y a eu la guerre. Et quand vous regardez dans notre vie politique, l'Occident est présent. Il est présent avec la complicité des Congolais aliénés. Il faut mettre fin à cela si demain nous voulons être debout. Donc on a compris. La transition, la prochaine transition, donc si ça peut réussir, donc il faut écarter les extrêmes. Tout le monde qui passe à la télévision, qui crie, Ebela, Oumela, il faut les mettre en dehors du système, parce que... Mais ce serait encore un problème. Non, laisse-moi terminer. Là où les transitions, là où les transitions ont réussi, c'est quand on a modéré les débats. Les acteurs très responsables. Merci beaucoup Freddy. Jérôme, voilà, très court. Les compromis politiques qui sortira du dialogue national politique inclusif mettra entre parenthèses la Constitution. Pourquoi? Parce que, au-delà du mandat constitutionnel, le chef de l'État, son pouvoir sera réduit. Il sera là pour expédier les affaires courantes, les juristes l'ont déjà démontré. Et en cette période de transition, et l'opposition et la majorité qui vont se retrouver pour gérer le pays doivent émettre sur la même longueur d'onde. Il ne peut pas y avoir vraiment une opposition telle que nous la vivons aujourd'hui, parce que ça sera un gouvernement de compromis. Et ces compromis, voilà pourquoi tout le monde voudrait qu'il y ait ces compromis maintenant, avant la fin du mandat, de sorte que lorsque on va traverser, ça sera dur, hein, la traversée du désert peut-être, mais nous voulons que les turbulences ne soient pas très violentes, de sorte que les délais de la transition ne soient pas longs. Il y a déjà le président de la CENI qui dit, en tout cas, probablement c'est en juillet 2017 qu'on pourra organiser les élections présidentielles. Il a dit dernièrement dans ses déclarations. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'issue de ces dialogues, tout le monde pourra s'entendre pour qu'on organise les élections dans ces délais-là? Vous avez déjà répondu à la question. Oui. José, la même question. Oui, la même question. Moi, je me pose une autre question. Je me dis, est-ce que c'est vraiment ça la question, compte tenu de notre situation? Oui, parce que d'abord, l'opposition. C'est une majorité parlementaire. Hein, nous devons rentrer dans les standards. J'ai un homme de la communauté internationale à côté de moi. Je suis congolais, attention. Je ne sais pas. Voilà, les standards. Je suis un patriote de la communauté internationale. Comment? Tu es sujet du droit international. Je connais seulement le fonctionnement de la communauté internationale. Non, je suis un patriote convaincu et convaincant. D'accord. L'opposition, c'est par rapport à quoi? Nous devons quand même donner du contenu. J'ai expliqué que pendant longtemps, je vous ai dit. J'ai bien compris. Répondez à ma question. Oui, non, je réponds. Une opposition, par définition, c'est par rapport à une majorité qui existe, une majorité qui a été élue. C'est ça l'opposition. Nous avions des catégories d'opposition avant, des oppositions au régime en place. Je crois que nous devions faire nous-mêmes un aggiornamento intellectuel, j'y arrive, pour comprendre ce que l'opposition. L'opposition n'est naît pas comme ça, ne sort pas d'un trou. L'opposition s'est définie par rapport à ce que la population a élu majoritairement.
Les autres qui n'ont pas eu la majorité des suffrages, c'est ces gens-là qu'on appelle l'opposition. Mais maintenant, ici, chez nous, ce n'est jamais simple, Willy. C'est pourquoi ta question est intéressante. Il y a ce qu'on appelle l'opposition parlementaire, l'opposition non parlementaire. Vous savez, quand vous dites ça, du verger peut sortir de sa tombe. Il n'y a qu'une seule opposition, c'est-à-dire des forces politiques qui n'ont pas eu la majorité des suffrages. C'est ça l'opposition. Maintenant, pour rentrer dans nos catégories congolaises, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici, ça veut dire que s'il y a un accord, il est bien évident que d'abord, déjà vous le voyez maintenant, tout le monde veut être au pré-dialogue. Aux travaux ici, les pauvres Kodjo, ils n'en peuvent plus, ils ploient sous le poids des quantités de sollicitations. Tout le monde veut être là. Quand on n'est pas là, ce n'est pas représentatif. Ce n'est pas inclusif parce que José n'est pas là. Ça va encore avancer. J'ai vu, on a publié des esquisses de quotas. Bien. Ceux qui ne seront pas au dialogue, pour eux, ces dialogues, ce ne serait pas une bonne chose. Après, il y aura l'accord. Viendra maintenant ce que Diana, la mère des batailles chez nous, c'est-à-dire le partage du pouvoir. Ceux qui ne se retrouveront pas, y compris dans le même parti, nous sommes dans un même parti où Willy est le président, Willy apprend que moi, son adjoint, je suis nommé ministre, mais Willy non seulement il m'exclut, mais il rejette l'accord. Donc, si c'est ça l'opposition, cette opposition existera toujours chez nous. Mais, je termine par là, c'est que l'accord politique que nous attendons, c'est pour sauver le pays. Donc, on ne devait pas en rire. Comme c'est pour sauver le pays, nous comptons sur la classe politique pour que cette fois-ci, elle ne vieillit pas seulement, mais qu'elle grandisse aussi. Oui, et que les gens s'abstiennent de certaines pratiques que nous décrions. Voilà. Merci beaucoup. John Ngomba, et nous prendrons Bruno et nous terminerons par celui avec qui nous avons commencé, Diana. Une opposition pendant cette transition. Oui, j'ai compris que bon, mon quota avait déjà été pris par José. Il fallait bien parce que, excusez-moi. Cette transition ne pourra pas souffrir d'une opposition qui n'a même pas son sens en ce moment-là, dans la mesure où cette transition devrait être une ligue de force et d'intelligence pour sauver la République et lui remettre de se redéployer. Merci. Bruno? Non, Willy, notre constitution qui est encore en vigueur jusqu'à cet après-midi consacre la liberté d'opinion, la liberté de penser comme des valeurs sacrées. Et voilà pourquoi nous avons dit que le dialogue aura le mérite, sera extrêmement bénéfique pour la République si on dégage un consensus minimum, c'est-à-dire raccourcir la date de l'organisation des élections. Mais un parti politique, une formation politique peut s'estimer que non, lui, il n'est pas preneur par rapport à la transition gouvernementale. Ils sont à l'écart, mais ils attendent les élections. C'est ce que l'UDPS a fait en 2006. Ça n'a pas empêché la transition post-1+4 d'être crédible. Très bien. À moins d'instaurer une charia. On n'en a pas besoin. Rapidement, je dirais ceci, que l'AFDEL n'avait rejeté personne, mais les gens ont rejeté l'AFDEL parce que l'AFDEL ne s'était pas inscrit dans la logique de la conférence nationale souveraine. Une conférence nationale qui était déjà liquidée avant que, puisque nous étions dans le retour à la légalité. La conférence nationale n'existait plus quand l'AFDEL est arrivé. Donc c'est les gens qui ont... Alors, nous savons que l'expérience chez nous veut que le partage du pouvoir partage la classe politique. On peut tout faire. C'est vrai ce que dit Bruno, qu'on a la liberté d'être. Mais lorsque vous avez la liberté de signer l'accord, comme c'est arrivé en 2006, on signe l'accord, et dans cet accord, il est dit qu'il y aura un président et 4 vice-présidents. Et puis après, vous dites que 1 + 4 = 0. Parce que vous n'êtes pas là. Là, ce n'est pas une liberté. Ça, ce n'est plus une liberté. Votre liberté est seule. Mais lorsque vous avez signé, vous avez accepté. Jusqu'aujourd'hui, encore, les gens commencent à continuer à parler du système Kabila. Et même, il y a le rassemblement pour le changement. Quel changement? Le changement de nouvel ordre politique que nous avons mis à San City il n'y a pas longtemps. C'est ça qu'on doit changer. Ou bien on change la... Nous sommes respectueux de la Constitution, donc c'est-à-dire respectueux du système que nous avons mis en place consensuellement et qui restera là. Mais
il y aura des aigris, ce que vous appelez l'opposition. Il y aura des aigris du pouvoir. Même dans la majorité, hein. Mais partout. Oui, partout, On l'a oui. dit, il y aura des aigris. Partout, mais il y aura des aigris. à dire véritablement que ça sera des oppositions, à moins que dans les dictionnaires congolais. Mais si on doit entrer dans les modernismes, comme nous l'avons dit l'autre fois, ça ne sera pas une véritable opposition. Voilà, c'est donc ici que nous allons terminer cette émission Espace Républicain. Je vous remercie sincèrement de votre attention, mais avant de nous séparer, laissez-moi quand même partager avec vous cette lecture très belle du dernier numéro de notre magazine La Renaissance que pilote notre ami Freddy Moulumba. Freddy Moulumba, il signe un éditorial, un tournant historique pour l'Afrique, et moi, je prends la liberté de changer en parlant du Congo en disant, effectivement, le Congo est à un tournant historique. Alors, qu'est-ce que l'éditorial dit? Il dit effectivement que dans ce tournant historique, notre pays, le Congo, doit faire le choix d'une politique de puissance. Il doit compter demain sur le plan international. Et pour ce faire, il doit saisir les opportunités que ces mutations lui offrent pour prendre son destin en main et tracer sa propre voie de développement. Et Freddy Moulumba de dire, la prise de son destin en main doit tourner autour de 4 principes. Et je les cite simplement sans les développer. Il dit, il faut détruire l'imaginaire des nègres et construire l'imaginaire des nouveaux Africains. Ici, des nouveaux Congolais. Nous devons détruire ce qu'on nous a imposé. Il faut donc, deuxième principe, remettre en cause les politiques imposées de l'extérieur. Vous comprenez tous les défis. Il faut maîtriser la science et les nouvelles technologies et il faut construire le Congo. Lui, il a parlé des États-Unis d'Afrique. Nous devons construire un Congo puissant. Voilà, mes chers amis, évidemment, je voudrais faire un petit clin d'œil au dernier numéro de Bonne Gouvernance, le journal de notre ami Jérôme Sekana, qui lui a parlé effectivement de la liberté des choix des hommes politiques. Il a titré sur le président du Sénat, Léon Kengo Wadondo. Mesdames et messieurs, Espace Républicain, c'est un espace de liberté, un espace de choix. Notre volonté, c'est que les débats se fassent là où il y a des hommes, là où il y a, même dans les familles, parlez de votre pays, prenez votre aîné, vos filles, vos enfants, mettez-vous autour de la table. En plus des discussions sur certaines choses qui vous plaisent, parlez aussi de votre pays. Comment transmettre aux enfants l'amour de leur pays si leurs parents ne leur en parlent pas. Nous en faisons donc un devoir et chaque soir, nous allons revenir chez vous pour vous donner ces débats. Nous ne sommes pas des prophètes, mais nous voyons les choses à votre place et nous vous les servons. Avec plaisir de vous retrouver dans une autre édition, dans un autre numéro. En tout cas, je vous souhaite une agréable soirée et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Portez-vous bien. Au revoir.